Les membres du conseil prendre place. Nous allons donc débuter la séance du conseil municipal du lundi 4 février 2019. Ici même, séance ordinaire à l'édifice Louis-Lepage. Alors, pour ouvrir la séance du conseil, Mme Nathalie Ricard propose, appuyée de M. Éric Fortin. Alors, ce soir, il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant l'ordre du jour. Maintenant, concernant l'adoption de l'ordre du jour de ce soir, proposé par Mme Caroline Desbiens, appuyé par M. Jacques Demers. Concernant l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019, proposé par M. Jacques Demers, appuyé par M. Éric Fortin. Alors, Monsieur le greffier, je vous laisse donc à la période pour le dépôt de documents. Merci, Monsieur le maire. Alors, je dépose le rapport d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633. Le rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement numéro 667. Les procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 16 et 23 janvier 2019. Et finalement, le procès-verbal de correction du greffier afin de corriger l'article 3.5 du règlement 718, soit d'ajouter le mot « formé » afin d'y lire à la 9e ligne. La nomination se fera sur un appel de proposition d'un comité de sélection formé du fonctionnaire observateur désigné et des élus de la commission. Alors, merci, Monsieur le greffier. Nous arrivons donc à la toute première période des questions. Avant de débuter la première période des questions, j'inviterai donc Monsieur Marc Brisson, qui est le chef de police, à se joindre à nous à l'avant. Alors, je pense que sûrement le directeur de l'urbanisme va vous faire une place. Et M. Luc Fugère. Luc Fugère, donc on s'excuse, adjoint qui est le directeur de l'entretien. Alors, on va les laisser se joindre à nous. Alors, pendant qu'ils prennent place, M. Brisson, qui est le chef de police, est avec nous ce soir, mais seulement pour la première période de questions. Alors, c'est des questions plus spécifiques qui touchent la sécurité publique. Alors, M. Brisson est là ce soir pour répondre à vos questions. C'est des questions qui touchent plutôt les dossiers de l'entretien du territoire. Alors, M. Luc Fugère est avec nous ce soir pour y répondre. Donc, je vais prioriser pour la première période de questions les gens qui voudront s'exprimer à leur égard. Si vous souhaitez revenir à la fin de la soirée, puis il y a des questions qui concernent plutôt ces deux représentants de notre administration, mais on va prendre note de vos questions, puis on va les transmettre directement à leur égard pour un suivi approprié. Donc, j'inviterai les citoyens qui souhaitent s'exprimer ce soir à venir vous avancer à l'avant. Alors, je rappelle, vous avez ces deux questions, 5 minutes au total, incluant, bien entendu, la réponse. S'il y a des membres du conseil qui souhaitent prendre la parole, simplement lever la main et je pourrai, là, chemin faisant, là, vous introduire là, à cet égard. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous tous. Mon nom, c'est Robert Séguin. Je réside au 197 Chartrand, dans le Vieux-Terrebonne. On a un petit problème de déneigement. Mon emplacement, où est-ce que je suis complètement en bas de la côte. Okay. Quand ça devient l'eau, elle se ramasse chez nous. J'ai pris des photos, j'ai déglacé en avant de chez nous. Vous comprenez bien? Oui. Oui, OK. Puis, ça m'a donné beaucoup de glace. À certains endroits, c'est 12 pouces de glace. Des fois, ça va sur mon terrain, l'eau. Bien, c'est parce que le déneigement, il n'est pas fait. Ça bloque les canaux. C'est un peu problématique. J'ai pris des photos, si vous voulez les voir. Il y a aussi la problématique que c'est un circuit d'autobus. Quand les gens stationnent le jour dans la rue, les autobus, ils ont beaucoup de misère à passer.
Puis, j'ai pris des photos aussi un matin que j'ai pris congé. Les trottoirs n'étaient pas déneigés. Fait que les écoliers, il faut qu'ils passent dans la rue. Puis l'autobus, il a fallu qu'elle arrête pour laisser passer les écoliers pour la sécurité. Ça, c'est bien, ça. Mais ça cause problème, là. Puis ma voisine, je pense que c'est au 195. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Puis elle me dit, ça fait la deuxième fois en 30 ans que c'est pas déneigé. Fait que, je ne sais pas c'est quoi le problème, là. C'est vraiment problématique, là. Alors, merci beaucoup. Ça va? Est-ce que vous aviez d'autres éléments à nous transmettre ce soir? L'élément qui est bien important, c'est de ne pas passer à la souffleuse parce que j'ai tout mis les blocs de glace là, sur ce que j'ai délogé sur la rue. On les a mis sur le banc de neige. Il ne faudrait pas passer la souffleuse là. Excellent. Écoutez, avant de céder la parole à M. Luc Fugère, d'abord, je vous remercie donc de prendre le temps de nous transmettre la problématique. Petite question rapidement. Est-ce que vous aviez transmis votre situation auprès de votre conseiller municipal, auprès des services municipaux, je présume, qu'il y a eu des liens qui ont été faits? Quelle a été la réponse qu'on vous a donnée exactement là, à cet effet-là? Monsieur Fontaine. Il a pris note de ça. Je pense qu'il a été voir. Moi, je n'étais pas chez nous. Il m'a rappelé aujourd'hui pour me dire qu'ils vont passer cette semaine. Là, on peut pas dire absolument Quelle minute? quand ils vont passer dans la journée, là, cette semaine. Puis j'ai parlé aussi avec, je pense que c'est la cour municipale. Pas municipal, en tout cas. Ceux qui s'occupent de la voirie, là. Je pense que c'est ça. Oui, c'est pas la cour municipale. Oui, c'est ça, c'est la voirie. C'est la voirie, oui. Puis, c'est ça, je leur ai dit ça. J'ai dit que j'étais en bas d'une côte, puis l'eau se ramasse là. Puis j'ai dit, probablement qu'il va pleuvoir lundi. Fait que, c'est ça, ça cause problème, là. Monsieur Fugère, avez-vous quelques remarques, puis peut-être quelques explications? Je présume, est-ce que vous aviez eu vent de la situation sur le bas de la rue? Alors, je vous laisserai peut-être le micro. Juste allumer le micro. Fonctionne, oui. Donc, effectivement, on a eu une rencontre avec M. Fontaine la semaine dernière pour faire l'état du déneigement. Puis, par chance, le déneigement sur Chartrand va être fait cette nuit à partir de minuit au sud de Saint-Louis. Donc, merci pour les blocs. On va les vérifier avant de passer la souffleuse. Mais effectivement, Chartrand va être fait cette nuit. Parce que ça fait 3 semaines que ça n'a pas été fait. Oui, vous comprendrez qu'on a énormément de précipitations depuis le dernier mois. Donc, il y a des rues plus étroites où il y a des problèmes de stationnement ou des problèmes, les autobus se croisent. Vous avez sûrement vu ici ce soir là, la problématique dans le Vieux-Terrebonne. Donc, Chartrand, oui, cette nuit, à partir de minuit, on est dans ce coin-là, sud de Saint-Louis. Ça, je comprends ça. C'est juste que j'ai déjà, v'là 7 ans, quand il y a eu les moyens de pression des cols bleus, j'ai pris des photos. J'ai dit, regardez, une photo. L'autobus est bloqué sur la rue, pas capable de passer. Ça devrait parler de... J'ai pas besoin de parler, les photos vaut 1000 mots. OK. Juste avant, M. Fugère, sans aller nécessairement sous l'enjeu, parce qu'il a parlé des cols bleus, etc., vous remarquez rien là, à ce moment-ci. Les travaux se font normalement. Juste expliquer un petit peu rapidement les défis du déneigement, parce que je pense que c'est important de le rappeler là, depuis quand même aux alentours de la période des fêtes. Là. Ce soir, on en est à notre 4e épisode de cocktail météo. Hein? Pluie, neige, verglas en dedans de 48 heures. Je pense que ce sont des défis quand même relativement importants. Peut-être juste nous parler, oui, ce soir, vous savez qu'il y a des opérations qui vont sur sa rue, mais juste nous parler un petit peu des défis qu'on vit, notamment aussi avec l'obligation de respecter
la loi 430 maintenant sur les employés municipaux, sur le respect du nombre d'heures de travail. Alors, je vous laisserai aller là-dessus, M. Fouchard. Effectivement, M. le maire, c'est une saison plutôt difficile cette année. Je vous dirais que la dernière année hivernale, dernière saison hivernale qui ressemblait à ça, on recule aux alentours de 2008. On a souvent une grosse année par décennie. Là. Malheureusement, cette année, c'en est une. Beaucoup de précipitations, pluie, neige, glace, verglas. Donc, opération de déglaçage et déneigement qui prennent de 20 à 30 de plus longue, donc à être effectuée. Vous remarquerez aussi simple qu'ici, dans le Vieux-Terrebonne, c'est pas coutume qu'il y ait des amas de glace en bordure du trottoir. Là, à cause des quantités de précipitations, on se doit d'aller plus vite pour récupérer ce 30 %-là supplémentaire. Donc, on va un petit peu plus rapidement, on déglace un peu moins, on essaie de couvrir le plus de kilométrage possible. Mais les cocktails météo n'aident pas cet hiver particulièrement. Non, ça, je comprends ça. Là. Juste nous parler aussi, peut-être l'enjeu, je pense que c'est important pour les gens aussi, c'est le nombre d'heures de travail pour nos cols bleus. Ça, je pense que c'est un enjeu qui est important. C'est les mêmes personnes par mesure d'économie. On ne gère pas la quantité d'employés en fonction de la plus grosse année de précipitation, mais plutôt avec des moyennes. Donc, c'est les mêmes gens qui font le tassement de la neige et le chargement. Donc, à certains moments de la semaine, il y a un maximum d'heures de conduite que les employés peuvent avoir à l'arrière d'une machinerie lourde, là, qui est au total de 70 heures par semaine. Donc, quand ça fait 4-5 jours qu'on pousse la nuit, qu'on souffle de jour, qu'on souffle la nuit suivante, à un moment donné, dans la semaine, on doit dire aux employés c'est assez, là, tout le monde s'en va se coucher pendant un certain nombre d'heures. Donc, ça aussi, ça retarde les opérations. Donc, dans des années comme on a ces temps-ci, avec plusieurs intempéries de façon variée, ça allonge aussi les opérations. C'est important de le souligner parce que cet aspect-là, dans les précédentes années, je tiens à dire que toutes les villes, cette année, avec ce qu'on appelle les cahiers pour chacun de nos employés municipaux, ils ont un nombre d'heures maximal par jour. Ils ne peuvent pas faire plus que tant d'heures. Quand on recule dans le passé, ces règles-là étaient très différentes et souvent, on était capable de condenser dans quelques jours un certain nombre d'opérations. Maintenant, l'hiver qu'on vit, c'est important de le souligner, va nous amener à revoir tout le travail qui est fait en régie parce que, quand je dis en régie, c'est par nos cols bleus, parce que vous êtes dans le Vieux-Terrebonne, donc c'est par nos employés. Souvent, les citoyens qui sont dans d'autres secteurs, c'est fait en sous-traitance. Alors, je pense qu'il faut aussi faire la distinction, mais c'est important de souligner qu'il y a un travail qui va devoir être revu. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement la ville de Terrebonne, mais toutes les villes. Moi, j'ai discuté avec tous les maires de la région métropolitaine, donc qui vivent les mêmes situations climatiques que nous avons en ce moment, là, les variations. Et sincèrement, cet hiver, j'ai rencontré aucun maire qui me disait que ça va bien chez nous, tout va bien. Habituellement, toutes les villes ont de la difficulté à rencontrer, étant donné qu'il y a une succession de précipitations et des précipitations qui sont variées, ça provoque ce que nous voyons cette année. Et ça va nous obliger au cours des prochaines années, donc dès la prochaine année, à modifier plusieurs éléments. D'ailleurs, il y a un mandat qui est donné à la commission de M. Saint-Pierre, qui est la commission de la sécurité publique. Plusieurs enjeux vont être donnés. D'abord, c'est tout le travail qui va être fait en régie. Il y a un travail de réflexion qui va devoir être fait quant aux ressources humaines qui vont être affectées pour les prochaines années. Deuxième aspect, tous les contrats qui sont en sous-traitance viennent tous à échéance cette année. La bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir réviser tous les devis dans les quartiers parce qu'il y a des changements et il y a des besoins qui doivent être renouvelés. Troisième aspect, c'est le stationnement de nuit. Je pense que les gens nous formulent plusieurs suggestions et les membres du conseil, on est en mode écoute à ce moment-ci. Je peux vous dire que ce que nous vivons cet hiver-là, on ne va pas appliquer les mêmes critères l'an prochain. Il faut absolument qu'il y ait des changements qui vont être appliqués. Et le mandat qui va être donné, évidemment, on ne peut pas les changer en plein milieu de l'hiver, là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des changements qui vont être proposés et la commission va siéger en mars prochain. Et déjà, quelques membres du conseil municipal ont souligné à la commission voulant se faire entendre parce qu'ils veulent participer aux réflexions du conseil au cours des prochaines années. On en est bien conscient que le modèle qu'on a connu
dans les 20 dernières années, la manière dont on travaillait. Aujourd'hui, là, les choses ont changé. Toute la gestion des ressources humaines n'est plus la même que ce qu'on faisait dans les dernières années. Ça va? Juste faire attention, quand j'ai dit pour les écoliers là, que les trottoirs n'étaient pas déneigés. Ça, il faudrait faire vraiment attention parce que les écoliers, j'ai des photos à l'appui, passent dans la rue. C'est pour... On en prend bonne note. Comme je vous dis, cette nuit, Chartrand va être fait, puis incluant aussi le trottoir là, qui est adjacent. Juste par... vous aviez parlé de moyens de pression au niveau des cols bleus, là, seulement vous rassurer que c'est pas le cas cette année. Là, c'est les cocktails météo. Là, la quantité d'employés là, est à pied d'œuvre pour effectuer le déneigement. Là, vous en faites pas, là, les gens travaillent jour et nuit. Je tiens à souligner nos employés municipaux et aussi les sous-contractants. Donc, ce sont des entreprises privées, mais ce sont des travailleurs, là, entre guillemets. Je peux vous dire une chose, là, depuis 6 semaines, là, à moins que Luc Fugère me dise le contraire, là, ils ont tous atteint le nombre maximal d'heures qu'ils peuvent faire par semaine. Alors, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, on était dans une situation où nos employés, on les arrête après 35 heures de travail, on ne les fait pas travailler le maximum, l'ensemble des ressources affectées au déneigement, notamment en régie, là, ils cumulent le nombre maximal d'heures à chaque semaine pour les travaux liés au déneigement. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Vous pourriez me dire, oui, mais faites-en plus. Notre employé ne peut pas travailler 72 ou 75 heures par semaine. Il est vraiment limité à 70 heures semaine. Non, ça, je sais ça. Ouais. Je suis dans le transport, moi aussi. Vous connaissez les règles et la loi. Et vous savez, puis honnêtement, c'est une bonne chose que la loi soit respectée. C'est une question de sécurité parce que, rappelons-nous, hein, nos employés, ils ont entre les mains de la machinerie et c'est aussi un peu notre sécurité d'une certaine manière, de façon à ce que les opérations soient faites sécuritairement. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Mme Landry. Je reste 504 Léon Martel. Une petite question. Pourquoi qu'ils mettent des pancartes de déneigement, no parking, sur la rue Léon Martel, le matin vers 7 heures? À 2 heures de l'après-midi, ils enlèvent les pancartes, puis la neige n'est pas ramassée. Quelle date c'est arrivé? C'est arrivé il y a 2 semaines. Oui, entre le 22 et le 30, il n'y a pas une date, il n'y a pas une journée que c'est arrivé. Vous n'avez aucune idée? Non, je ne me souviens pas, parce que la neige n'est pas ramassée de l'hiver. Là. Même si la rue Landlois, là, c'est pas ramassé du tout, ça ne rencontre même pas dans la rue. Je veux juste savoir, Monsieur Fugère, les 2 rues qui viennent d'être nommées, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous n'êtes pas passé cet hiver? Sur la rue Landlois, ils ont passé une fois parce que j'ai porté plainte. Oui. OK. Léon Martel? Ouais. D'accord. Allez-y. En haut. Léon Martel en haut. Au coin de... D'accord. Parfait. Merci. Merci. Il y avait une question, parce que je pense que Luc n'a pas eu la chance. Les pancartes qui sont mises et qui sont enlevées. Ben, je vous dirais que ça arrive. Ce qu'on fait pour ne pas avoir de véhicules dans les jambes, c'est qu'on met toujours des pancartes sur 2-3 rues supplémentaires. Comme ça, si la nuit va bien, on continue, on prend de l'avance. Donc, en théorie, le lendemain matin, ils sont tous enlevés ou à la fin de la nuit de soufflage. Mais c'est possible qu'il y en ait resté. Là. Et non, c'est ça, ils sont enlevés, c'est que souvent, admettons qu'ils pensent faire X de travail, ils en mettent un petit peu plus. Alors, des fois, les opérations vont mieux, puis des fois, ça va un peu moins bien. Puis je tiens à vous dire aussi que cet hiver, avec les précipitations, la glace, M. Fugère pourrait témoigner, les camions, ils retournent au garage parfois en pleine nuit parce qu'ils brisent. Et parfois, des opérations où on pensait faire tant de travail pendant la nuit, bien, quand le camion brise, malheureusement, il retourne au garage, on ne peut pas faire la quantité de travail. Et je sais que c'est arrivé à quelques occasions et ça peut être la raison de la nuit, par exemple, où le camion avait prévu le faire. Malheureusement, le camion n'est plus en fonction. Et ça arrive autant en régie que dans nos sous-contractants en privé aussi, où c'est arrivé dans quelques quartiers, parce qu'on le voit,
On a des conseillers municipaux qui sont dans des secteurs où il y a de la sous-traitance et on le sait tout de suite quand il y a un camion qui est brisé parce que le travail n'a pas été terminé. On reçoit les appels des rues qui n'ont pas été faites, là. Donc, on le sait assez rapidement. Ah, juste M. Fugère? Je n'ai pas dit de niaiserie, non? C'est bon. OK, good. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane Montembeault. Excusez. Léon Beausoleil, Île-Saint-Jean. Oui. Un commentaire puis une question. Un commentaire, premièrement, félicitations pour votre équipe de police. On a souvent appelé parce qu'il y avait des deals de drogue sur la rue Léon Beausoleil avec le petit bar qu'il y avait là. Donc, à chaque fois, on a été bien entendus. Donc, merci. Vous pourrez remercier vos policiers. Question J.S. Archambault. Oui. Il y a de la neige qui est. En tout cas, moi, l'année passée, j'ai vu la neige pousser dans la rivière. Est-ce qu'on a un contrôle là-dessus? Oui, je sais parce que notre conseillère, Mme Ricard, nous a informé, a elle-même informé les gens de l'entretien. On sait que dans un endroit bien précis, il semblerait qu'il y aurait un déneigeur privé, là, ce qu'on appelle, qui soufflerait la neige directement dans la rivière. Première des choses, c'est pas légal, on ne peut pas faire ça, de toute évidence. Il y a eu une indication à cet effet, alors je ne pourrais pas vous en dire plus parce qu'il pourrait y arriver quelque chose à cet effet. Il y a une surveillance qui va être faite. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que le Conseil a adopté dans les dernières semaines, puis je pense qu'il y a des projets de règlement qui vont venir, pour la saison de déneigement 2019-2020, je tiens à vous dire que tous les déneigeurs privés sur le territoire de la ville de Terrebonne auront maintenant l'obligation de s'enregistrer à la ville de Terrebonne. Ils vont payer, donc ils vont devoir avoir un permis. On va connaître aussi les contrats où ils vont travailler. Et bien entendu, ce n'est pas pour rien qu'on va chercher cette information-là. Pas dans un objectif de savoir qui a quel contrat que ce soit, mais plutôt pour savoir, lorsqu'il y a des plaintes, lorsqu'il y a des situations où de la neige est poussée sur la voie publique et qui indirectement vient provoquer, ça nous permet de faire des interventions auprès des équipes de déneigeurs privés et, le cas échéant, d'appliquer des constats d'infraction qui vont être aussi très sévères. Je tiens aussi à vous spécifier, cet hiver, on le voit régulièrement, des situations où, en bout de piste, ce sont les citoyens de Terrebonne qui ramassent la neige, qui la soufflent, de la neige qui sont soufflées par peut-être des commerçants ou des déneigeurs privés, et indirectement, c'est collectivement qui payons pour faire ces opérations de ramassage. Et ce qu'on souhaite au cours des prochaines années, c'est que ces situations-là n'arrivent plus. Et comme celle que vous parlez j'allais dire, il y a de la neige qui est poussée dans la rivière, bien, ça nous permettrait aussi d'intervenir beaucoup plus rapidement pour justement éviter ces situations. Effectivement, je vous remercie parce que là, on parle de sécurité civile quand même. La rivière a débordé. Ouais. Moi, j'habite sur l'île Saint-Jean, donc c'est quand même inquiétant. Moi, j'avais fait une intervention avec la personne qui avait poussé la neige. Dans le fond, j'avais demandé de ne pas le faire. Mais effectivement, je vous remercie de faire une vigie là-dessus parce que c'est quand même, il y a quand même un risque d'inondation. Puis quand on regarde dans le coin où que la neige est poussée, mais il y a un gros amas de glace. Là, je comprends le grésil, tout ça avec la température. Je ne suis pas un expert en environnement. Cependant, il y a vraiment un gros amas de glace dans ce coin-là. Puis c'est vraiment où la neige est poussée. Donc, je fais des hypothèses que ça peut avoir un lien associé avec le poussage de neige. Donc, Mais je vous ajouterais surtout dans un deuxième temps, c'est que pousser de la neige avec du sel, avec tout ce qu'on a dans la rue, directement dans la rivière, c'est aussi des conséquences sur l'environnement, là. Vous savez, la salinité des eaux, là, ça a des conséquences sur nos rivières, là. Alors, il ne faut pas s'imaginer, puis je sais que j'entends beaucoup les gens disant il faut mettre du sel partout, puis etc., puis mettez-en. N'oublions pas que ce sel-là ne disparaît pas automatiquement. Et l'enjeu aussi, c'est que tout ça ne se retrouve pas dans la rivière. Mais c'est d'autant plus encore plus dommageable lorsque ce sont des déneigeurs qui envoient littéralement la neige dans la rivière. Ça a des conséquences qui sont néfastes là, et qu'il faut absolument dénoncer. Alors, merci là, donc de votre vigilance à cet effet. Merci. Merci. Est-ce que...
Monsieur Morin? Ben, je profiterai de l'occasion, s'il n'y a pas d'autres citoyens qui veulent prendre le micro, pour parler d'une situation qui est probablement, qui doit se répercuter un peu ailleurs dans la ville. C'est les rues qui changent de direction à 45 degrés. Le côté intérieur de la courbe est bien nettoyé jusqu'au trottoir, mais le côté extérieur, souvent, la charrue s'éloigne du bord de la rue. Et j'ai un cas particulier là, de la rue Armand-Corbeil et qui devient Arthur-Sancartier aussi, qui fait un gros croche de ce genre-là. Et j'ai des plaintes de citoyens à l'effet que ce soit récurrent, qu'ils se retrouvent avec quasiment le double de leur longueur de stationnement déneigé à 10-20 pieds de la chaîne de trottoir, parce que la charrue fait le tour très loin du bord. Est-ce qu'il y a possibilité de donner des avis? Est-ce que c'est en régie à cet endroit? Oui, c'est en régie. Oui, OK. Très bien. Ben, vous prenez note de l'information. Bien, merci, M. Morin. Puis ça me permet de dire peut-être pour la suite, quand vous avez des situations particulières dans vos quartiers, la meilleure option, c'est de communiquer évidemment auprès du service d'entretien. Parce que je tiens à vous dire, là, des demandes comme ça, là, moi, les gens à mon cabinet, ils en gèrent à coups de dizaines par jour. Et l'équipe de l'entretien, ils ont ce que j'appelle un bucket list, là, excusez l'expression anglaise, mais ils prennent chacun des éléments et les équipes y vont là, de façon systématique. Et donc, je pense que c'est le meilleur moyen aussi, parce que dans les faits, en bout de piste, là, c'est les gens de l'entretien qui vont prioriser les opérations et c'est eux qui sont les mieux placés là, vraiment pour répondre à ces questions. Il y a une plainte 147-577 qui est logée au service. Parfait. C'est ce que je demande aux citoyens de faire systématiquement, d'appeler à la ville et de me fournir ensuite le numéro de la. C'est la meilleure chose. Vous êtes un conseiller modèle. Je vous donne un petit collant pour ce soir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres? Oui, bonsoir. J'habite au 504 rue Léon Martel à Terrebonne. J'aurais premièrement une question pour le pont de Terrebonne. Lequel pont? Le vieux pont de Terrebonne. OK, parfait. Oui. Le pont. Le vieux neuf. Là. Oui, le vieux neuf. Okay. C'est qui fait l'entretien du pont? Est-ce que c'est Terrebonne ou c'est Laval? Moi, je pense que c'est Laval. Au niveau du trottoir, c'est la ville de Terrebonne. Au niveau de la chaussée, c'est la ville de Laval. OK. Ça dépend du... OK, parce que le pont de Terrebonne n'est pas déneigé. C'est une Chaque responsabilité côté. Partagée, là, mais OK. vous pouvez appeler autant la ville de Terrebonne. Si vous avez un problème avec la chaussée, on coordonne avec les travaux publics à Laval. Il n'y a aucun problème. OK, parce que ça n'a pas été déneigé, puis ça peut être très dangereux si quelqu'un glisse, une voiture glisse, ça fait une belle rampe pour s'en aller directement dans la rivière, malheureusement. Merci. Bienvenue. Deuxièmement, le 28 janvier, j'ai effectué 2 vidéos parce que je me suis promené un petit peu dans les rues de Terrebonne parce que j'étais découragé chez nous. Parce que à ma connaissance, depuis que j'habite ici, depuis que je suis né ici, j'ai jamais vu notre ville comme ça. Aussi mal entretenue. Le déneigement, je m'excuse, mais il y a des rues qui n'ont jamais été déneigées depuis la première neige au mois de novembre, dont le monsieur, il parlait tantôt dans le Vieux-Terrebonne, sur la rue Chartrand. Ça n'a jamais été déneigé. Je veux juste être sûr pour les gens qui nous écoutent. On se comprend que les gens dans ces rues-là, ils ont poussé la neige depuis ce temps-là, parce que d'après moi, s'il n'y a jamais une charrue qui est passée de l'hiver, il y aurait techniquement peut-être 40 cm de neige dans la rue. Là. Non, mais c'est important. Juste parce que les gens qui nous écoutent, ils se disent il n'y a pas une charrue qui est passée de l'hiver, on s'entend que c'est pas le cas. OK, bon. Ben, ils n'ont pas ramassé la neige. Oui, c'est ça, bon. Puis en plus, dans la côte Chartrand, il y a un gros conteneur rouge qui presque il vient quasiment jusqu'à la moitié de la rue. Il faut contourner les voitures, les bancs de neige. C'est une rue, en plus, où il y a l'autobus de ville qui passe. Puis, toutes les rues que j'ai faites dans Terrebonne, que ce soit Théberge, Léon Martel, Gagnon, Chartrand,
Il n'y avait rien qui a été déneigé. En date du 28 janvier. Ramassé, déneigé. Souffler. C'est important. Dites souffler, c'est plus facile. Souffler. Bon, OK. Puis, la dernière neige qu'on a eue la semaine passée, en début de semaine, sur la rue Léon-Martel en haut, jusqu'à l'Anglois, ça l'a jamais, la charrue a jamais passé. C'est les voitures qui faisaient le chemin là, dans la rue. Puis, sur Léon-Martel aussi, ils n'ont jamais soufflé la neige. Monsieur Fugère, est-ce que ça peut arriver qu'il n'y ait personne qui passe sur une rue? C'est très peu probable. Là. Ah ben, peut-être, Moi aussi, je l'ai entendu. C'est parce que j'ai entendu à quelques reprises dans les dernières semaines là, des gens qui nous disaient que depuis 2 mois, il n'y avait personne n'était passé sur la rue, là, ce qu'on appelle pousser la neige. Là. Je tiens à vous dire que c'est impossible que ce soit arrivé. Là. Je veux juste rassurer les citoyens qu'il y a eu un passage à chacune des tempêtes pour ce qu'on appelle dégager la rue et mettre du sel. Parce que si ce n'était pas le cas depuis le 10 novembre, il n'y a personne qui pourrait circuler sur la rue. On s'entend tout de suite là-dessus. Là, c'est impossible. Là. Je peux vous dire qu'on a vraiment de la misère à voyager sur la rue. Alors, pour les rues qui sont soulignées, juste parce que vous en avez pris note, vous connaissez mieux. Allez-y. Oui, mais c'est les mêmes rues que tantôt. Là. Ça débute cette nuit au sud de Saint-Louis, puis on remonte là, jusqu'à des Seigneurs maçons. Là. Donc, okay. Léon-Martel, Chartrand, ça va suivre. Okay. Est-ce que les bonnes fontaines, ça non plus, c'est pas déneigé? Attendez-moi un petit instant. C'est important ce soir. Je pense qu'on va avoir l'occasion de déboulonner cette question-là. Là, on n'a pas le chef des services d'incendie, mais je suis convaincu que notre chef de police va pouvoir nous donner une réponse. Sinon, ça va être Stéphane Turcotte. Dites-moi, quand il y a admettons qu'il y a un feu, soit M. Turcotte ou M. Brisson, qui est le premier à se présenter, à part de la minivan, qui est le premier à se présenter sur un feu? On va déboulonner. Non, mais c'est important. Je pense que c'est important qu'on parle de ça, des bonnes fontaines. Vous allez voir, c'est assez simple. Bien, en fait, les premiers intervenants qui se déplacent sur un incendie, souvent, c'est les policiers qui se présentent sur place. Pour une raison bien simple, c'est que les policiers sont déjà sur la route, sont déjà en patrouille, dans des secteurs de patrouille assignés, donc ils ne débordent pas de leur secteur de patrouille, alors qu'en incendie, il y a des pompiers en caserne, mais évidemment, les pompiers doivent se mobiliser, prendre l'équipement et quitter pour se rendre sur l'incendie par la suite. Donc, les premiers intervenants en incendie sont les policiers. Évidemment, on n'intervient pas à éteindre un incendie, mais s'il y a des sauvetages à faire, c'est les policiers qui sont présents. Dans un deuxième temps, le premier camion qui arrive, là, M. Turcotte, vous me corrigerez, c'est le camion citerne. Pourquoi le camion citerne est le premier à arriver sur les lieux? C'est que c'est le premier qui va arroser le feu. C'est pas la bonne fontaine, c'est le camion citerne. Le deuxième camion qui arrive sur les lieux, c'est le camion qui se branche sur la pompe, le camion pompe. Ce qui arrive, c'est que souvent, avec le nombre de pompiers qui arrivent, là, vous savez, les gens régulièrement m'envoient des messages en disant « Ma bonne fontaine n'a pas été déneigée ». Dans toutes les opérations ville, là, au niveau du déneigement, là, les bonnes fontaines, c'est la dernière chose qu'on priorise. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un feu dans les opérations, la première chose, c'est le camion citerne qui arrive. La deuxième, c'est le camion pompe qui, lui, pendant que le camion va s'installer puis qu'on va dérouler, entre guillemets, le boyau, l'autre pompier va justement préparer la borne et qu'il y ait un peu moyen de neige. La vérité, là, c'est que nos pompiers, ils l'enlèvent assez rapidement et ils n'ont pas de difficulté. Ce qui fait que pour les opérations, ça ne provoque pas de délai quant à des éléments d'arrosage, etc. Évidemment, idéalement, on souhaiterait toutes les déneiger en moins de 24 heures le plus vite possible. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres types de priorités, les trottoirs, près des écoles, bon, etc. Ce qui fait qu'il y a une séquence qui vient. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que moi, chez nous, ils sont venus pour les opérations de la Bonne Fontaine. Ils sont venus 2 fois. La réalité, là, c'est que personne n'est en danger, puis les maisons de personne sont en danger. Alors, je vais être sûr, M. Turcotte, vais-tu donner la bonne réponse? Parce que j'ai posé la question aux pompiers,
Puis ils ont tous trouvé ça bien drôle que les gens s'inquiètent beaucoup de leurs opérations lorsqu'il y a un feu. Honnêtement, le déneigement de la borne, là, c'est vraiment pas leur préoccupation parce que la réalité, c'est le camion citerne. Puis rapidement, le quatrième et le cinquième homme qui se présentent sur l'incendie, ils se branchent assez rapidement sur la borne. Alors là, ce soir, on vient déboulonner ce mythe-là qu'on met en insécurité tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas ça la réalité. Puis je tiens à vous dire qu'on le sait maintenant. C'est bon? Quand il arrive, là, il voit le bâton, il arrive, tout de suite, il y a une pelle, il se connecte. C'est très rapide, là. Ça n'a aucun impact là, sur les dés. Luc, vas-y, le déneigement pour ça. Tant qu'à donner les explications, on va y donner Comme vous clairement. dites, Monsieur le maire, ça fait déjà de 2 à 3 fois que les bornes d'incendie sont faites grandeur ville. Ce qui arrive souvent, je vous avouerai que quand on passe puis on déneige devant la borne d'incendie, c'est souvent un très beau trou pour stocker de la neige dans des hivers comme on a ces temps-ci. Donc, plusieurs endroits, incluant Théberge, Gagnon, etc., Léon-Martel, au nord de Saint-Lô ici. La même chose est arrivée quand on a soufflé la bordure de la rue. Plusieurs terrains se sont vidés, puis le lendemain matin, ça ne paraissait pas qu'on était passé. Mais la même chose arrive avec les bornes d'incendie. Je peux vous confirmer que la moyenne est de 48 heures qu'on se donne. Ça peut arriver. Si vous avez des endroits en particulier, vous pouvez nous appeler à l'entretien sans problème. Coin de Chartrand, puis on va donner suite à vos demandes. Mais je tiens à préciser aussi, c'est qu'on se retrouve dans certaines situations où les gens ne savent plus où mettre la neige, puis là, ils la remettent dans le trou où il était autour de... Et là, on recommence les opérations. Fait que ça, c'est pas évident aussi comme situation pour tous. Situation aussi cette année, comme tout le monde on le sait, avec la pluie, la neige, la glace, c'est pas toujours évident de déneiger une bonne fontaine non plus, même si c'est les pompiers. Il faut qu'il y ait un pic et quasiment une pelle pour enlever ça, parce que sinon, c'est pas enlevable. Danny, M. Saint-Pierre, c'est bon. Non, c'est parce que les gens qui sont habitués, ils savent là, que c'est pas problématique. C'est bon. Pardon? Les manants. Les trous d'hommes. Excusez, j'avais mal entendu le terme. Pas déneiger non plus, parce que nous, quand on est sur un coin de rue, puis l'eau, elle se ramasse toute dans l'entrée, fait que ça nous fait comme une grosse mare d'eau, puis ça fait plein de glace. Quand c'est pas fait non plus, l'eau peut pas s'écouler, fait que ça fait toute une mare d'eau. Ça gèle. Je sais, M. Fugère, la dernière tempête où il y a eu de la pluie, parce que vous savez, tant à Terrebonne que dans toutes les villes de la région métropolitaine, on a tous vécu un 24 heures où c'était la course pour débloquer, entre guillemets. Alors, je peux peut-être juste y aller, là. Je vous laisse aller, M. Fugère. Effectivement, vous avez entièrement raison. Avec les cocktails météo connus dans les dernières semaines, là, certains puisards boivent de façon moins efficace, mais j'ai pris en note, là, 504 Léon Martel, c'est dans ce coin-là. Oui. Si vous avez l'adresse exacte aussi, là, mais on le fait de façon systématique. C'est ça, parce qu'on en a un en avant, un sur le côté. Excellent. Merci. M. Fontaine, c'est bon? Vous avez pris ça en note, vous savez l'adresse, tout est bon. Good. En plus, bon, ben tout est fait. Merci. Ben, un Fontaine qui s'occupe des bornes fontaines, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, M. Fontaine. Oui, pèsez sur le piton. Oh, merveilleux. Oui, M. le maire, je voudrais juste dire quelque chose aux gens qui ne sont pas ici et qui nous écoutent peut-être, parce que j'ai eu beaucoup d'appels aussi concernant le système 24/7 là, de stationnement de nuit. Beaucoup de gens qui ont eu des contraventions alors qu'il n'y a pas eu vraiment de déneigement, même si on prévoit qu'il y a du déneigement. En tout cas, peu importe, je ne veux pas revenir là-dessus. Je veux juste dire à ces gens-là que le principe du stationnement 24/7 a été instauré, et en se disant qu'il y aurait sûrement des ajustements à faire, parce que tout le monde est bien content qu'on puisse stationner dans les rues la nuit, mais le système tel qu'il est aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des petites lacunes, puis qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont assez déçus d'avoir à payer des contraventions de stationnement, alors que c'était peut-être pas, en tout cas, à leur avis, nécessaire. Bon, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir viser ça, en espérant que... pas en espérant, je suis certain qu'on va avoir la collaboration des gens de la sécurité publique et de l'entretien du territoire. Voilà, pour les gens qui m'ont fait part de leur inquiétude et leur désaccord par rapport à
à cette situation. Merci, M. le maire. D'ailleurs, je me permets de saluer, parce que M. Fontaine a connu une exception la semaine dernière où il a été invité au comité de direction justement pour parler des enjeux de déneigement. Et je sais que mon collègue Danny Saint-Pierre, vous êtes en communication pour la rencontre du mois de mars, parce qu'effectivement, il y a des particularités dans certains secteurs de la ville de Terrebonne pour des enjeux au niveau du stationnement. Comme je le disais précédemment, M. Fontaine, puis à tous, on est conscient que le 24/7, c'est le deuxième hiver qu'on vit, puis on réalise que le système va devoir être bonifié. Il y a des réflexions qui vont devoir être menées. Les gens sont heureux qu'on ait évolué au cours des dernières années. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un va faire une critique sur le déneigement, il y a tout de suite quelqu'un en disant « critiquez pas trop parce qu'on ne veut pas perdre notre stationnement sur rue ». Alors, les gens y tiennent beaucoup, mais en même temps, ils s'attendent à ce qu'il y ait des changements. Et je pense que la Commission et le Conseil auront à prendre des décisions pour la prochaine saison hivernale. Il y a des enjeux qui sont importants et ça va nous amener à passer à la phase 2. Et moi, je suis convaincu qu'on va trouver de bonnes solutions. Puis M. Saint-Pierre a déjà formulé quelques recommandations qui sauront certainement trouver un compromis acceptable pour l'ensemble des secteurs et de leurs particularités. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mettrai un terme donc à la première période des questions. Je remercierai M. Fugère de sa première présence, une première à la séance du Conseil. Alors, bienvenue. On vous retourne aux opérations de déneigement. Monsieur Brisson, merci de votre première présence à la séance du Conseil. Vous avez eu des félicitations, donc déjà là, êtes-vous policier, vous, à Terrebonne? Non? Non, vous n'êtes pas policier des fois. Des fois que. Merci donc de votre présence. Alors, au plaisir. Alors, si vous me permettez, on retourne donc à l'ordre du jour du point 5.1. Alors, donc, Monsieur le greffier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le point 5.1, que le règlement modifiant le règlement 703 décrétant des travaux de reconfiguration de la géométrie du rang Saint-François entre la rue des Vignes et la montée Gagnon, ainsi que des travaux d'égouts sanitaires et pluviales de bordure de pistes cyclables et d'éclairage et prévoyant un emprunt n'excédant pas 974 000 et admissible au programme TEC 3. Et ce, afin de porter le montant de l'emprunt à une somme de 1 412 400 soit adopté sous le numéro 703-1. Le projet de règlement a été déposé, copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 21 janvier 2019. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par M. Serge Gagnon. 5.2. Que le règlement décrétant des travaux d'élargissement et repavage du chemin Saint-Roch entre la montée Gagnon et la rue Paradis pour en payer le coût en emprunt montant de 4 670 600 soit adopté sous le numéro 716. Le projet de règlement a été déposé, copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 21 janvier 2019. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par M. Éric Fortin. Alors, quels sont... Prenez le micro. Parce que la résolution dit qu'on parle de travaux d'élargissement et de repavage. Dans le fond, si on avait plus de spécifications en quoi ça consiste, on comprendrait plus pourquoi il y a 4 670 000 qui sont prévus pour ça. Là. Écoutez, le dossier qui est en attache donne piste multi... Oui, moi je le sais, mais c'est pour les citoyens que je vous demande je vous pose cette question-là. Ça va? Est-ce que ça va pour... je comprends que pour cet aspect-là, là maintenant on arrive à la période de votation pour le point 5.2. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur du point 5.2? Quels sont ceux qui sont en désaccord? Alors, Monsieur le greffier, est-ce que je comprends bien le résultat du vote, Monsieur le greffier? 13 pour et 3 contre.
Alors, la résolution 5.2 est adoptée. J'aimerais ça juste m'exprimer, Monsieur le maire. Excellent. Je vous laisse 60 secondes, Monsieur le conseiller. 60? OK. Ben, en fait, j'ai constaté la dernière fois, je vous ai demandé d'avoir les documents sur ça, je les ai reçus. Et honnêtement, 5 millions pour une piste cyclable, je ne sais pas si on a déjà vu ça à Terrebonne. On parle de moins de 2 km. On parle également que ça va toucher environ 67 maisons. Et on va dépenser 5 millions environ dollars pour une piste cyclable. Je sais pas, moi je trouve ça pas mal aberrant, surtout au dernier budget, ce qu'on se serrait les coudes, qu'on a essayé de faire des économies de bout de chandelle, puis là, au bout de la ligne, on augmente encore des tarifs, on augmente des taxes, et là, on dépense 5 millions de dollars pour une piste cyclable. J'en veux des pistes cyclables, je suis d'accord, il en faut à Terrebonne, mais je comprends pas pourquoi cette rue-là en particulier, puis je comprends pas non plus que c'est juste 2 km, ça va desservir seulement 67 maisons seulement pour 5 millions de dollars. Bref, c'est la raison pour laquelle je me suis opposé aujourd'hui. Alors, écoutez, je laisserai peut-être à M. Stéphane Larrivé donner plus de détails sur le dossier. Première des choses, je pense que c'est important de le souligner, il y a quand même un dossier assez étoffé sur le projet. Et je tiens à souligner qu'on ne parle pas d'une piste cyclable, mais d'une piste multifonctionnelle. Faire la distinction là, entre les deux aspects. Alors, M. Larrivé, je vous laisserai un peu donner les explications. Donc, le projet, c'est effectivement l'élargissement. On sait que le chemin Saint-Roch, qui est quand même assez étroit, est bordé de fossés chaque côté de la route. Donc, pour une question aussi de sécurité pour les gens qui utilisent le chemin Saint-Roch, c'est pas juste les gens qui habitent sur le chemin Saint-Roch, mais toutes les rues aussi qui viennent se raccorder. Donc, pour une question de sécurité, d'avoir un lien cyclable, donc il faut canaliser les fossés pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce qui augmente les coûts. Après ça, on vient paver pour pouvoir faire cette piste cyclable-là. L'autre chose, il faut le voir aussi à long terme. Donc, c'est une question de sécurité. Puis, il faut le voir à long terme parce que le chemin Saint-Roch est quand même voué un jour à notre grande espérance, mais de passer à travers la Défense nationale pour aller rejoindre le futur échangeur Urbanova. Donc, ça va devenir un lien majeur pour le secteur qui viendrait se raccorder sur Urbanova. Donc, puis les estimés, bien, comme vous avez vu dans le rapport, là, les estimés étaient fournis dans le rapport qui justifiait le 3.3 ou 3.4 plus les frais de règlement. Et j'ajouterais, Monsieur Larrivé, parce que Monsieur le conseiller de Génération Terrebonne a souligné à la dernière séance du conseil municipal des questions quant à ce dossier-là. Vous soulignez que vous aviez des questions. Je tiens quand même à préciser que vous les avez formulées vendredi dernier, donc, et vous avez obtenu réponse aujourd'hui. Moi, je pense qu'après la séance du 21 janvier, si vous aviez des préoccupations par rapport à ce dossier-là, ça aurait été intéressant de poser vos questions avant vendredi dernier. Donc, ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect que je veux aussi souligner par rapport à ce dossier-là, c'est que la piste cyclable et piste multifonctionnelle va aussi éventuellement, en étant reliée à l'échangeur Urbanova, permettre aux gens de Terrebonne-Ouest éventuellement de rejoindre la Trans-Terrebonne, qui pourrait être un beau projet très intéressant, mais surtout de créer un lien physique routier entre Terrebonne-Ouest et Terrebonne. Parce qu'actuellement, le seul moyen d'aller à Terrebonne-Ouest, c'est de passer par Bois-des-Filions, d'une certaine manière. Et aussi, l'objectif comme conseil, et moi comme maire, c'est aussi de développer des projets qui vont être rassembleurs pour l'ensemble de la ville. Et je pense que nos concitoyens de Terrebonne-Ouest ont toujours émis l'importance de ce dossier-là, surtout pour la sécurité des gens qui attendent l'autobus, qui marchent pour aller vers l'école ou tout simplement qui veulent rejoindre, se promener dans ce secteur-là où des deux côtés, il y a des fossés qui sont engendrés. Je pense que c'est important de le souligner que c'est un projet qui est important et comme conseil municipal, il faut à un moment donné prendre des décisions qui parfois vont être bonnes dans la croisée urbaine à Lachenay, mais aussi parfois être très bonnes dans Terrebonne-Ouest, parce qu'en bout de piste, quand c'est le temps de faire un projet, par exemple, que ce soit de ruisseau de feu ou de faire des trottoirs devant une école, ou etc., les gens de Terrebonne-Ouest, ils payent aussi le règlement d'emprunt. Et je tiens à le dire, les gens de Terrebonne-Ouest, ils font partie de notre ville, puis ils s'attendent aussi, eux, à ce qu'il y ait des projets. Et moi, je suis très fier que cette administration-là approuve ce projet-là,
qui était un engagement de notre formation politique. Puis aujourd'hui, on livre la marchandise. Et je pense qu'en bout de piste, tous les citoyens de Terrebonne-Ouest doivent de l'entendre aujourd'hui. Ils ont un conseil qui veulent répondre aussi à leurs préoccupations. Et moi, je pense qu'on ne peut pas gérer une ville en disant, bien, si c'est dans ton quartier, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de leadership. Alors, je vous remercie. J'ai-tu le droit de réplique? Non, ce n'est pas une période de débat. Non, ça termine là. Merci. Alors, maintenant, on passe au point 5.3. Monsieur le greffier. Oui, merci, M. le maire. Que le règlement décrétant le paiement d'une indemnité d'expropriation concernant l'acquisition des lots 4 577 868 et 69 du cadastre du Québec sur la montée du mai et un emprunt montant de 4 315 000 pour en payer le coût soit adopté sous le numéro 726. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 21 janvier 2019. Alors, proposé par M. Jacques Demers, appuyé par M. Robert Brisebois. Ça va. Que le règlement décrétant les travaux de stabilisation des berges d'un tronçon du cours d'eau Ouimet-Gascon et un emprunt montant de 5 846 700 soit adopté sous le numéro 727. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 21 janvier 2019. Proposé par Serge Gagnon, appuyé par Simon Paquin. Il a donné un avis de motion et un dépôt du projet de règlement numéro 714. Alors, proposé l'avis de motion par Réal Leclerc. Lequel décrète... Oui. Alors, il y a un dépôt du projet de règlement 714 décrétant des travaux de maintien d'actifs concernant plusieurs immeubles appartenant à la ville, entre autres le remplacement de gouttières à la bibliothèque et au bureau seigneurial de l'île des Moulins, le remplacement des portes et fenêtres de la bibliothèque de l'île des Moulins, le remplacement des tubes T12 dans tous les immeubles appartenant à la ville, la réfection de la dalle des gloriettes du parc Masson, le remplacement de systèmes de serrurerie médicaux et des panneaux d'alarme PC 420, incluant le mécanisme d'ouverture à distance des chalets de parc, l'optimisation de la gestion imotique des contrôles des systèmes ACVC, le remplacement du système d'humidification du 748 rue Saint-Pierre, le remplacement des chaudières de moisissure de la toiture du centre Marie-Victorin et l'élaboration du programme de priorisation des interventions sur l'ensemble du parc immobilier municipal et prévoyant un emprunt au montant de 2 636 700 financé pour une période de 20 ans d'imposer et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville et copie du projet de règlement remis aux membres du Conseil présent. Avis de motion donné par M. Réal Leclerc. Alors que le règlement modifie le règlement de tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service et pour le bénéfice retiré d'une activité afin de remplacer les annexes relatives à la tarification des activités de loisirs, de sport et de vie communautaire de la ville de Terrebonne soit adopté sous le numéro 723-1. Le projet de règlement a été déposé et copie remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 21 janvier 2019. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Je demande de vote sur ce point, Monsieur le maire. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur? Quels sont ceux qui s'y opposent? Monsieur Paquin, vous souhaiteriez certainement réagir? Oui, Monsieur le maire, parce que je suis... peut-être avoir le décompte avant. 60 secondes pour vous. Je suis un peu surpris de voir que ma collègue, Mme Lepage, qui est membre... Oui. Je vais y aller, puis vous pourrez. Dans le fond, au budget, à la préparation budgétaire, le 24 octobre, vous avez, ou le 23, vous avez voté pour. Dans le vidéo, on a appris que vous étiez contre cette mesure-là, dans votre vidéo à grands frais que vous avez produit en décembre. Et le 13 décembre, lors d'une commission, double commission, que je viens de relire même la note, on dit que tous les membres de la commission, de nos deux commissions, Finances et Développement social, étaient en faveur de cette mesure-là. Le 21 janvier, vous étiez, quand on a présenté l'appel, l'annonce du règlement, vous avez rien dit. Et là, vous votez contre. J'essaie de comprendre, mais comme vous m'avez déjà dit, vous avez le droit de changer d'idée. Plus qu'une fois aussi. Madame la conseillère? Écoutez, c'est vrai. Juste peser sur le micro. C'est vrai, j'ai voté... Là, j'ai voté contre parce que nous, on avait fait notre vidéo. Puis c'est vrai, j'aurais dû parler à la commission. Vous avez raison. Mais là, moi, j'ai pas le choix. Comme j'ai sorti une vidéo, ben là, je vais aller avec.
Attendez, mais là... Monsieur Maisonneuve, allez-y. Monsieur Maisonneuve, oui. C'était lors d'une commission double qu'on avait eue. Et puis, on avait spécifié, ça c'était vraiment après ce qui s'était passé pour le vote du budget, etc. On était hors budget. Personnellement, on s'était tous assurés avec vous. Est-ce que vous étiez tout à fait d'accord avec ces mesures-là qui avaient été proposées? Puis vous m'avez dit oui. On l'avait dit, c'était unanime. Moi, je m'en souviens très bien. Je pense que tous les collègues qui étaient là, de tout parti confondu. C'est juste que je comprends pas. Si on s'en va au budget, vous votez contre, c'est correct. Ensuite, on se retrouve dans des travaux que finalement, tout le monde, on s'entend là-dessus. Je vois pas pourquoi vous venez dire que c'est pas correct alors que la séance précédente, alors qu'on avait déjà donné l'avis de motion, vous avez rien dit, vous aviez approuvé. Puis là, vous venez dire contre, puis vous avez même pas eu l'audace de parler avec les gens de la commission qui avaient travaillé pour avant, peut-être pour voir s'il y avait quelque chose qu'on pourrait faire. Je trouve ça assez désolant. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent intervenir, qui étaient présents à cette commission, ou je pense que ça fait le tour de la question? Mais en même temps, ça envoie aussi un message, je pense, envers l'ensemble des membres du Conseil, c'est qu'on tient des rencontres, on prend des décisions, puis on formule des recommandations. Quand on change d'idée, on peut, par exemple, arriver avec une raison majeure, un changement, ou etc. Et là, dans ce cas-ci, sincèrement, on ne parle pas d'un ou deux changements, là. On parle de 3 changements à 6 reprises où on a discuté du dossier. Alors, à un moment donné... Monsieur le maire, en tout respect. Excuse-moi. Non, mais en tout respect, c'est pas ça. Non, je suis désolé. On a voté contre les tarifs, c'est un peu normal. Monsieur le conseiller... J'ai pas le droit de parler, c'est ça. Hein? Je vais vous donner... Vous n'aviez pas demandé la parole. Est-ce que vous allez appeler la police? Ou, non, mais... ça arrête. OK. Mais honnêtement, monsieur le maire, on a voté contre le budget. Monsieur le conseiller, excusez-moi. Monsieur le conseiller... excusez, arrêtez. On va suspendre Je m'excuse. Monsieur le conseiller, vous ne pouvez pas prendre la parole pendant qu'une autre personne est en train de parler. Bien, je m'excuse, j'étais en train de parler et donc vous ne pouvez pas prendre la parole. Vous n'aviez pas demandé la parole, je tiens à le préciser, à moins que les témoins qui étaient présents ici disent que le conseiller avait demandé la parole. J'ai fait une grande faute. Hein? Excusez-moi, monsieur le conseiller, vous revenez de le faire. OK, on va arrêter ça là. Je pense que tout le monde est témoin du spectacle. C'est un manque de respect, monsieur le conseiller. Vous avez une fonction de conseiller et je m'attends que... Non, je pense que le manque de respect, c'est... On s'entend, là. Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Excusez-nous. On a 60 secondes pour s'exprimer dans ce conseil-là. On a un droit de parole. Excusez. On a le droit de s'exprimer en tant que conseiller. Là. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas m'exprimer ici. C'est un lieu de débat. Merci. Oui, il y a un décorum à respecter aussi. Merci. 5. Alors, merci. 5.7. 5.7. Alors, ça donne rien, là. Je pense qu'il fait un show, là. Ça donne rien, là. C'est un show, là. C'est un comédien. Arrêtez ça. Gardez pas votre temps. Il a donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement 665-1, modifiant le règlement constituant le comité consultatif de toponymie de la ville de Terrebonne afin d'intégrer un membre citoyen et de déterminer le nombre et la composition du quorum. Copie du projet de règlement remise aux membres du conseil présent. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Caroline Desbiens. Ben là, c'est Caroline. 5.9. Il est de 5.8. Ah, 5.8, excusez. Il est donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 505-5, modifiant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Terrebonne concernant la réception de dons ou autres avantages afin de fixer le montant maximal pour tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et de fixer ce montant à 125 $ maximum, avec copie du projet de règlement remis aux membres du conseil présent. Alors, proposé, l'avis de motion est donné par M. Éric Fortin. Alors, il a donné un avis de motion et un dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement 3901-8, modifiant le règlement 3901 sur la circulation et le stationnement, afin de modifier le montant de l'amende prévue au sous-paragraphe 6.12 de l'article 6.1 et d'abroger les sous-paragraphes 6.1.3 et 6.1.4 de l'article 6.1. Copie du projet de règlement remise aux membres du conseil présent.
Alors, proposé par M. Danny Saint-Pierre, appuyé par M. Éric Fortin. Ah, c'est un avis de motion, Danny Saint-Pierre. 5.10. Alors, le point 5.10, je vais faire la lecture au complet. Attendu que la construction du REM, c'est le réseau électrique métropolitain, aura un impact sur les services de transport collectif du Grand Montréal, dont celui du train de l'Est pour les utilisateurs de Terrebonne, attendu que la fermeture à la fin de l'année 2019 de la ligne du train de l'Est vers le centre-ville aura un impact important sur l'offre de services des utilisateurs qui devront s'arrêter dorénavant à la station de métro Sauvé dans le quartier Garonne-Sic, attendu que plusieurs utilisateurs du train de l'Est vont délaisser le service pendant 2 ans pour se rabattre sur d'autres modes de transport et ou même l'automobile solo, attendu que les travaux majeurs d'infrastructure sur le pont Pineuf et son boulevard avec le futur SRB dans l'arrondissement Montréal-Nord viendront compliquer davantage la circulation dans le nord-est de Montréal, attendu que les autoroutes 19, 25 et 40 sont actuellement saturées en période de pointe durant la semaine et que l'ajout d'automobilistes aura un impact majeur direct sur la mobilité dans notre territoire, attendu que le Forum de Laval du printemps 2018 a identifié un grand nombre de mesures dont l'ajout de voies réservées à la faveur du transport collectif et du covoiturage. Attendu que la RTM, en collaboration avec la municipalité et les partenaires du Grand Montréal, a le mandat de proposer des solutions innovantes en matière de transport collectif au cours de cette période de construction d'environ 5 ans du REM. Attendu que la démonstration de la nécessité de prolonger une voie réservée supplémentaire sur l'autoroute 25 jusqu'à l'autoroute 640. Une autre sur l'autoroute 40 vers le pont Charles-de-Gaulle n'est plus à faire, attendu que le développement du secteur résidentiel, commercial et industriel à Terrebonne, déjà prévu au PMAD de la CMM, convient d'une progression continue d'ici 20 ans et que ceci aura un impact sur le réseau routier de la région nord au nord de Montréal, attendu que la ligne de métro Orange est lourdement saturée en heure de pointe et que l'impact de la construction du REM ne va pas améliorer la situation, tandis que la ligne verte du métro est une option intéressante pour offrir une alternative à la mobilité au nord-est de Montréal et que celui-ci est accessible facilement par les autobus, par le pont de la 25. Alors que le ministère des Transports du Québec puisse initier rapidement un mandat avec les différents partenaires, dont Concession A25, afin de prévoir entre 2020 et 2022 des mesures favorisant l'utilisation du pont de la 25, afin d'atténuer les effets de la congestion provoquée par l'effet domino de la construction du REM. Ce mandat devrait notamment prévoir la gratuité du pont de la 25 pour les automobilistes faisant du covoiturage et une réduction des tarifs plus importante pour les automobilistes et les camions se déplaçant avant les heures de pointe sur semaine. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Éric Fortin. Alors, 7.1. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 30 janvier 2019, que le Conseil de Terrebonne accepte la soumission de la firme Eiffel Expert Conseil pour les services professionnels pour la confection des plans et devis, la surveillance des travaux d'élargissement et de repavage du chemin Saint-Roch entre la montée Gagnon et la rue Paradis, puis le tout pour un montant de 115 000 taxes mensuelles, à être pris à même les fonds disponibles du règlement 716, que le mandat soit conditionnel à l'approbation du règlement 716 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que les objets suivants de l'offre de service soient octroyés selon les dispositions de l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes, malgré la directive 5000.3 de l'article 3.2 sur les règles d'utilisation et du renflouement du Fonds général pour certaines dépenses dans les règlements d'emprunt, à savoir plans et devis de 32 000 inspection télévisée des ponceaux existants et rapport 2500, mise à jour du relevé de 2015 4 000 étude de caractérisation géotechnique et environnementale 20 000 évaluation environnementale de phase 1 4 500 et demande en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement 2 500 que les objets suivants de l'offre de service soient octroyés conditionnellement à l'approbation de ce règlement d'emprunt
par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la surveillance en résidence, 45 000 remise des plans tels que construits, 4 500 taxes en su. Que le mandat soit réalisé selon le document suivant de la direction du génie, projets spéciaux, à savoir le guide de conception, réalisation et suivi de projets de vie technique et administratif, et que la résolution du comité exécutif du 16 janvier à cet effet soit abrogée. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. Alors, 8.1. Attendu les demandes présentées par le requérant dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 janvier 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution, et qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations, que le Conseil de la Ville de Terrebonne donne suite donc aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 17 janvier 2019 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées au point 1 à 15 de la présente résolution dont le Conseil a pris connaissance. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Alors, que le Conseil, point 8.2, que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 3855 rue Dipatria, Terrebonne, considérant que le requérant a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la Ville. Proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. Que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 245 6e Avenue, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. Que le Conseil autorise le remboursement du dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 255 6e Avenue, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Dany Saint-Pierre. Que le Conseil autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 10 551 boulevard Laurier, considérant que le requérant a rempli ses obligations. Proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Point 8.6, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet du règlement numéro 1001-296, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer la zone 9066-76 à même une partie de la zone 9066-71 est autorisé les usages religieux dans la zone 9066-76 sur chemin Gascon. Que le greffier de la Ville soit autorisé à fixer la date et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et qu'un avis à cet effet soit publié. Que le conseiller Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de l'Assemblée de consultation. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Il est donné un avis de motion pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du règlement 1001-296, modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer la zone 9066-76 à même une partie de la zone 9066-71 et d'autoriser les usages religieux dans la zone 9066-76 sur le chemin Gascon. Alors, avis de motion donné par M. Réal Leclerc. 8.8. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la démission de M. Danny Daigle en date du 6 décembre 2018 sur le comité consultatif d'urbanisme. Que le Conseil nomme pour une période de 2 ans à compter du 16 janvier 2019 Mme Claire Messier à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. 8.9. Point 8.9. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne appuie la demande de la société Groupe Conseil UDA Inc. pour la société 93 77 81 34 Québec Inc. auprès de la CPTAQ, soit d'augmenter de 1,3 hectares la superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture pour y aménager des aires de circulation, de stationnement et d'entreposage servant l'entreprise Écolet Inc., dont les activités sont
sont l'abattoir ou l'abattage et de conditionnement de viande. Cette superficie correspond aux limites de la zone 8569-95. Alors, proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Dany Saint-Pierre. Que le Conseil, point 9.1, que le Conseil de la Ville de Terrebonne reconnaisse pour un an, soit du 4 février 2019 au 3 février 2020, les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité, à savoir le Club Coralline, le Centre de ressources pour hommes du Sud de la Naudière, Coopérative de solidarité Le Chez Nous du communautaire des Moulins, Société canadienne du cancer, Travail de rue Le Trajet, Uniatox, le Cercle de fermières Lachenay, CPE La Toupie, Télévision régionale des Moulins, la troupe de théâtre amateur Les Farfelus, et en vertu de cette reconnaissance, les organismes pourront bénéficier des services prévus dans les politiques de soutien à la vie associative et qu'un certificat de reconnaissance soit émis conformément à cette politique. Alors, proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 23 janvier 2019, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le maire suppléant, le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne le protocole d'entente à intervenir avec la Ville de Saint-Lin-Laurentide, joint à la présente pour en faire partie intégrante pour une période de 6 mois avec une possibilité de reconduire l'entente pour 6 mois supplémentaires, et ce afin d'offrir à ses concitoyens ou citoyens la possibilité d'emprunter pour une période temporaire des documents dans le réseau des bibliothèques municipales de Terrebonne. Alors, proposé par Caroline Desbiens, appuyé par Nathalie Ricard. Alors maintenant, il n'y a pas de point en ressources humaines, sécurité publique et affaires nouvelles. Je rappelle que la prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 25 février à 19h30, ici même à l'édifice Louis-Lepage. Alors, pour les membres du conseil municipal là, qui ont demandé la parole ce soir, alors notre premier intervenant, je céderai la parole à M. Dany Saint-Pierre. Alors, M. Saint-Pierre. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais revenir, je sais que ça fait quand même un petit bout, mais j'ai pas eu l'occasion depuis le retour des fêtes de souligner le 19 décembre dernier, en compagnie de M. le maire, de Mme Bellavance et Mme Villeneuve, j'ai assisté en présence de plus de 80 résidents à la présentation du rapport final de la firme Golder pour le secteur de l'ancienne cour Brady. En bref, il s'agissait d'un programme de caractérisation des sols et des eaux souterraines. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de contamination par les hydrocarbures dans le sol et l'eau souterraine. Donc, suite à cela, la Ville et les avocats des citoyens sont en train de préparer un fonds qui servira à couvrir les frais supplémentaires qui seraient reliés au fait qu'il y a des débris dans le sol, des débris métalliques, des frais. Donc, ça va couvrir ces frais-là qui sont supplémentaires à un autre citoyen qui n'a pas ce problème-là. Deuxièmement, le 25 janvier dernier, en compagnie de M. le maire et plusieurs membres du conseil municipal, j'ai assisté à l'inauguration du bureau de comté de Mme Lucie Lecourt, députée du secteur Les Plaines, un nouveau comté au niveau provincial. Je tenais à l'annoncer aujourd'hui ici parce que c'est pour les citoyens de la Plaine. Son bureau est situé au 193 boulevard Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Plaines. Et en finissant, petite annonce, le 15 février prochain, il y aura une conférence de presse pour vous présenter le nouveau fournisseur de la fourrière animale, soit la SPCA, la Naudière Basse-Laurentide. Donc, soyez à l'écoute. Merci. Alors, Mme Brigitte Villeneuve, c'est à votre tour. Toi aussi. Alors, bonsoir à tous. Vendredi dernier, le 1er février, avait lieu la marche à la frontale, organisée par le GEPAT. C'est une centaine de marcheurs, et oui, une centaine qui ont bravé le grand froid intense pour parcourir plus de 3,8 km dans un temps record de moins de 50 minutes. Du jamais vu. Alors, ils ont sillonné les sentiers de la Trans-Terrebonne et c'était tout simplement féerique. Au retour, c'est un bon chocolat chaud qui les attendait. Merci aux organisateurs et aux 2 guides du GEPAT de nous avoir guidés dans la joie. Et j'ai un petit message, monsieur le maire, des Chevaliers de Colomb de La Plaine. On invite tous les citoyens
de La Plaine, de Mascouche, de Terrebonne, de Saint-Roch, de Saint-Lin, c'est grand, là, à la clinique d'impôt des Chevaliers de Colomb de La Plaine. Ce que je veux dire, pour bénéficier du service d'aide en impôts, vous devez avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple. Un don de 10 $ pour les 2 déclarations. Pour plus d'informations, contactez les Chevaliers de Colomb de La Plaine à partir du 12 février. Ils ont sûrement un site Facebook. Communiquez à partir du 12 février. Alors, c'est un petit message qu'ils m'ont demandé de faire. Ça me fait plaisir. Oh, j'ai un numéro de téléphone. 450-477-5275. Merci beaucoup, les Chevaliers de Colomb. Merci. J'espère juste que c'est pas le cellulaire de quelqu'un. Puis, tout le monde va l'appeler. C'est publicité. Ah, OK, c'est bon, c'est bon. Je peux le dire. Alors, M. Paquin, allez-y. Oui, M. le maire, si vous me permettez, j'aimerais ça revenir sur le point sur la tarification des camps de jour et des loisirs, parce qu'il y a quand même... Ben, en fait, M. Paquin, je vous permettrais peut-être d'y revenir à la période des conseillers parfait, à ce pas de problème, moment-là, monsieur si le vous me maire. permettez. M. Maisonneuve. Oui, merci, M. le maire. En fait, j'ai une nouvelle à communiquer concernant la maison Lacasse. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la petite maison bicentenaire qui est à droite de la Raïm, donc sur Côte-Terrebonne, l'usine de filtration. Vous l'avez probablement déjà remarqué, la maison a vraiment besoin d'amour, puis de se mériter une beauté. Il y a eu du travail qui a été fait là-dessus, donc un bel avancement, puis j'en profiterai pour remercier mes collègues à la Raïm, donc Nathalie et Caroline aussi. En fait, même Caroline, qui a eu à mettre son chapeau aussi de présidente de la culture, patrimoine, du tourisme dans ce dossier-là. J'ai donc l'honneur de vous apprendre que la maison va subir une cure de beauté. Dans le fond, on va la rénover. Ça va être fait. Les appels d'offres donc vont débuter en 2019. Et puis, on veut débuter les travaux le plus rapidement possible, puis on veut préserver naturellement le caractère d'époque de la maison. Je tiens à insister sur un point. Quand on se penche sur un dossier, on se penche avec rigueur. On veut s'assurer que les dépenses, puis surtout la capacité de payer des citoyens est dessus. On a fait nos travaux, encore une fois, de façon rigoureuse. Puis c'est pour cette raison que je suis heureux de l'annoncer. Les citoyens de Terrebonne n'auront pas un sou supplémentaire à mettre pour la rénovation, la restauration de cette maison-là. Donc, je pense que c'est une belle nouvelle pour tout le monde. Merci. Alors, merci. Alors, nous arrivons donc à la période des questions, la deuxième période des questions. D'abord, celle pour les membres du Conseil. Je comprends que M. Paquin avait manifesté le soin. Alors, M. Paquin. Merci, Monsieur le maire. Dans le fond, je vais revenir sur le point concernant la tarification en loisirs. L'aspect qui a sûrement, je ne veux pas enlever les mots de la bouche à Mme Lepage ou à M. Michaud, qui a fait en sorte qu'ils ont voté contre, c'est qu'on a tenu le 12 décembre dernier une consultation concernant la tarification en loisirs, mais plus particulièrement celle en camp de jour. Et c'est une volonté de la Ville, dans le budget, de revoir la façon de facturer les citoyens pour l'offre en camp de jour, mais aussi pour travailler à faire en sorte que les salaires des moniteurs en camp de jour soient augmentés d'ici 5 ans de façon graduelle, parce qu'il y a un enjeu de recrutement de ces moniteurs-là, parce qu'ils sont visiblement pratiquement sous-payés pour le travail qu'ils font auprès de la clientèle des enfants de notre population de Terrebonne. Et grosso modo, dans le fond, ça sera 83,70 pour un enfant, un premier enfant, ça coûtera comparativement autour de 72,95 l'an dernier. On parle de à peu près 2 $ de plus par jour au total pour qu'un enfant puisse accéder au camp de jour de la ville de Terrebonne. Quand on se compare, des fois, on se console et des fois, on se désole, mais sur cette coup-là, on se console, puisque Repentigny actuellement est à 95 $, Lévis est à 90 $, Gatineau à 100 $ et Blainville à 100 $, ce qui veut dire qu'on est en deçà de plusieurs villes. Il y a aussi les reçus d'impôts qui sont en conséquence. Les parents ont une déduction fiscale à la fin de l'année pour les camps de jour. On parle aussi d'inscription hâtive pour les parents où il y a un rabais aussi.
Et on a une tarification sociale pour les enfants à Terrebonne, ce qui veut dire que le deuxième enfant ne paie pas le plein prix, c'est un autre rabais. Le troisième enfant, un autre rabais. Et après 4 enfants, on encourage les familles nombreuses à Terrebonne. Après 4 enfants, le quatrième et ceux qui suivent sont gratuits. Alors, c'est un geste qu'on voulait poser à la Ville de Terrebonne, faire en sorte de rééquilibrer aussi la contribution des parents dans l'offre de camp de jour. La Ville de Terrebonne payait pratiquement 60% de la facture des camps de jour, comparativement à 40% pour les parents. Et c'est pourquoi on a voulu faire ce changement-là le 12 décembre, en consultation avec les 2 commissions, administration et finances, et la commission du développement social, où tout le monde était visiblement en faveur de cette mesure-là. Et c'était une façon de financer, bien sûr, les salaires des camps de jour. Ce n'est pas un revenu substantiel pour la Ville nécessairement, mais c'est bien pour éponger la hausse du coût des salaires du personnel qui travaille au camp de jour annuellement. Et visiblement, quand on compare, Monsieur le maire, une éducatrice, un service de garde scolaire coûte visiblement pratiquement le même prix et ils n'ont pas les enfants là, de 9 à 5. Là. Ils les ont sur une plus courte période. Voilà pour les petits éclaircissements. Merci. Merci, M. le maire. J'avais une question au président de la RAIM concernant la maison Lacasse. La rénovation, elle va être donnée, j'imagine, bon, ça va être un appel d'offres pour faire la rénovation de la maison. Est-ce que vous allez tenir compte du fait qu'il faudrait peut-être que ce soit un entrepreneur qui ait de l'expertise dans ce domaine-là, parce qu'on touche à une vieille maison? Puis si on ne veut pas voir se répéter des choses comme je vois présentement dans le Vieux-Terrebonne, une vieille maison qui est rénovée par un entrepreneur privé qui ne connaît absolument rien là-dedans, qui est en train de la massacrer. Alors, je me demandais si vous allez tenir compte de ça aussi. C'est important, je pense, que rénover une vieille maison, c'est pas comme rénover ou construire une maison neuve. C'est un jeu de mots avec mon nom. J'ai pas encore besoin de rénovation, en tout cas, je pense pas. J'espère pas. Non, effectivement, ben, la rencontre a eu lieu seulement, ça fait pas 2 semaines. Là, je pense que c'était lundi dernier, je pense, donc que la décision a été prise. Donc, par la suite, ce qu'on va devoir faire, c'est d'y aller avec naturellement les plans et devis pour le préparer l'appel d'offres. Effectivement, naturellement, ça ne sera pas fait par monsieur, madame, tout le monde qui va s'improviser. Il va y avoir vraiment des devis à respecter. Puis on veut exactement les critères. Donc, on veut s'assurer de respecter quand même l'aspect, ben, c'est ça, l'histoire de la maison, etc. Parfait? Question supplémentaire, M. le maire, si vous me permettez. Oui. Je voulais juste. Ça m'a intrigué quand vous avez dit que ça ne coûterait pas un sou aux citoyens de Terrebonne. Je me demandais qui allait payer ça. Pas un sou de plus. Je dis pas un sou de plus. La RAIM avait déjà un certain budget pour. Et puis, avec la rigueur qu'on a, on va s'assurer que ça soit fait dans les montants qui est là et de rien demander supplémentaire aux citoyens. C'est important de noter aussi que la RAIM, ce n'est pas juste Terrebonne, c'est Terrebonne et Mascouche. Donc, dans ce fonds-là qui a été augmenté au fil des années, 70% a été contribué par la Ville de Terrebonne et 30% par la Ville de Mascouche. Voilà. Ouais. Oui. Parfait. Mais c'est surtout, c'est important de dire que les installations vont être utilisés aussi par les employés de la RAIM, donc qui ne travaillent pas à 70% juste pour la Terrebonne, ils travaillent, mais en même temps, il va y avoir un espace extérieur qui va rendre justice donc, au bâtiment et donc le mettre en valeur. Ce ne sera pas... Et aussi, bien, on regarde des éléments de développement qui s'en viennent. Vous savez qu'on est en étude pour l'enjeu d'une piste cyclable sur la côte Terrebonne et donc l'enjeu droit de passage, l'arrêt, ce secteur-là pourrait être un endroit aussi découverte
Mais là, on n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est certain que ça ne sera pas uniquement des bureaux administratifs. Il y a une vocation que l'extérieur puisse être attrayant ou accueillant là, pour les passants. À ce moment-ci, il n'y a pas de piste cyclable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cyclistes qui circulent dans ce secteur-là d'aucune façon. Alors, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, j'arriverai donc à la période de questions des citoyens. Alors, les gens qui auraient des interventions, alors je vous invite à vous avancer à l'avant. Oui. Attends, je pense que ça s'en vient. Tu correct? Oui, là, ça fonctionne. Monsieur le maire, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, je trouve que c'est bien l'augmentation pour les terrains de jeu et je trouve que c'est bien aussi qu'on encourage les gens qui ont beaucoup d'enfants. Ça coûte tellement cher. Alors, je trouve que l'idée est très bonne. Bravo. Moi, je suis d'accord avec cette orientation-là. Même si je n'ai pas voté, je suis d'accord. Je voulais juste ajouter, M. Paquin ne l'a pas dit, mais pour les enfants donc, qui sont issus de familles à faible revenu, on maintient le programme de la gratuité pour eux. Alors ça aussi, c'est important de le souligner. Alors c'est vraiment, quand on dit une tarification sociale, on vise vraiment les familles qui sont plutôt dans le besoin, qui vont bénéficier de la gratuité et il y a des rabais selon le nombre d'enfants. Alors, je tiens aussi à l'ajouter, ce programme-là est maintenu aussi dans la planification Ville de Terrebonne. Alors, je trouve que l'idée est bonne. Vous savez très bien que ma fondation, ça fait 19 ans que je m'occupe des jeunes, surtout à l'École Saint-Louis, où il y a beaucoup de familles démunies, compte tenu qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Alors, je suis encore d'accord avec ça. Je suis bien partie. La maison La Casse, elle appartient maintenant à la régie? Oui. OK. Alors, vous savez qu'il y a une histoire, hein? C'est ce monsieur-là qui avait les terres à tabac. Je pense qu'on devrait sortir l'histoire qui est super intéressante parce que où il y a l'autoroute 25, c'était les terres à tabac dès La Casse. Alors, on pourrait en faire une histoire à l'intérieur. Tout de suite, quand les gens vont arriver à cet endroit-là, on devrait en faire une histoire pour que les gens puissent connaître l'histoire de la ville de Terrebonne, qui est très riche, vous savez très bien. Il n'y a pas seulement les maçons, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont marqué l'histoire. Deuxièmement, ce qui m'intéresse beaucoup, le 8.6, le 8.7, les usages religieux dans cette nouvelle zone. C'est quoi au juste? C'est quel endroit? Monsieur Larue, allez-y. 8.6? Oui, 8.6. Bien, 8.6, 8.7, c'est la même chose, là. Monsieur Larue? Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une demande d'usage pour un lieu de culte au coin du chemin Comtois et du chemin Gascon. Comtois-Gascon. Oui. OK. Est-ce qu'on va finir par annuler notre règlement pour faire plaisir à toutes les demandes dans notre ville? Bien, en fait, allez-y sur le règlement actuel. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, effectivement, Monsieur le maire, ce soir, c'est l'adoption d'un premier projet à l'intérieur duquel il y aura par la suite un avis public dans les journaux pour consultation publique. Alors, ce que je peux dire, c'est que lors de la consultation publique, les gens pourront venir s'exprimer sur la nature du projet d'amendement réglementaire. Mais moi, ce que je trouve un petit peu aberrant, c'est que tous ces gens-là, vous savez très bien qu'il n'y a pas de taxes, alors c'est pas tellement intéressant non plus, parce que nous, on paye des taxes, mais la majorité de ces gens-là n'en payent pas. Je tiens à vous rassurer sur ce point-là. M. Larue pourra en ajouter davantage, là, mais je tiens à vous dire que le règlement fixe, par exemple, la quantité de superficie, le nombre de stationnements minimal. Ce que je veux dire, c'est que moi, demain matin, je ne pourrais pas me lever et décréter que ma résidence est un lieu de culte et je fais une demande de changement dans mon secteur. Parce que dans la réglementation, elle est, somme toute, assez spécifique sur les endroits où c'est possible, sur la superficie minimale, combien de places de stationnement doivent être identifiées. Ce que je veux dire, on connaît les situations historiques. Là, on sait que la loi municipale telle qu'elle a été bâtie a amené un certain nombre d'excès, mais la réglementation, M. Larue, peut-être juste me le confirmer, a été bâtie pour éviter ce genre d'excès
d'individus ou de groupes de personnes qui chercheraient à contourner les lois pour ne pas payer de taxes municipales, partiellement, là, bien entendu. M. Larue, juste m'assurer que M. Larue complète. Oui, M. le maire. Effectivement, entre autres, quand ça a été étudié par le comité consultatif d'urbanisme pour la modification réglementaire, la zone elle a été restreinte, donc c'est ça pourquoi on vient diviser la zone en deux pour réduire l'espace en relation avec cet usage-là, mais aussi à l'intérieur de cette nouvelle zone-là, il y aura un maximum de 300 mètres carrés pour l'ensemble de la zone où cet usage-là pourrait être utilisé, ce qui fait que ça correspond principalement au bâtiment qui est ciblé. Exact. Vous pourriez être préfet, à ce moment-là, vous ne payeriez pas vos taxes? Oui, bien moi, ça ne serait jamais mon intention. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens connaissent un peu les situations de gens qui contournent la loi pour tenter de faire désigner leur résidence en lieu de culte. À Terrebonne, la réglementation ne permet pas ce genre de choses. Qui sont dans cette situation. Oui. Ça, on en est conscient. Exactement. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui. Concernant l'incendie, l'explosion sur l'île Saint-Jean, le centre d'achat. Apparemment, c'est criminel. Est-ce qu'on va savoir un jour qu'est-ce qui est arrivé, la cause? Écoutez, M. Turcotte pourrait peut-être répondre, mais pour tout vous dire, il y a une enquête qui est en cours, là, M. Turcotte. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Oui, bonjour, Mme Cossette. Effectivement, il y a des indices comme quoi ce sera un incendie criminel. Comme vous le savez, ces enquêtes-là sont longues. Le service de police est impliqué dès le départ, donc c'est maintenant le service de police qui a ça entre les mains et qui fait son enquête. Permission de reconstruire, que ça va être amélioré. Et je sais très bien que le club ne pourra plus réouvrir parce qu'il a perdu son droit acquis. Alors, je pense que plusieurs citoyens dans mon secteur qui vont être très satisfaits qu'il y ait des changements. Et comme c'était souvent l'abandon pour plusieurs locaux, bien, il faudra peut-être un peu plus être sévère pour donner des permis pour que ce soit une amélioration dans mon quartier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres, d'autres citoyens dans la salle qui souhaiteraient s'avancer? Si je vois personne d'autre s'avancer, vous me permettrez donc de lever la séance du conseil municipal, M. Robert Brisebois, appuyé par Réal Leclerc. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne soirée, bon retour.